L'élection présidentielle de 2025 se prépare en Côte d'Ivoire avec la révision des listes électorales. Un projet avec une ambition qui est un défi à relever pour ce pays. Les détails dans cette édition. Et puis il sera aussi question dans ce journal du rapatriement de 117 Sénégalais après le décès d'une Sénégalaise lors des bombardements israéliens au Liban. Des manifestants dans les rues pour dénoncer les raids israéliens au Sénégal. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. La course à la présidentielle d'octobre 2025 est lancée en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi est donné ce samedi 19 octobre avec la révision des listes électorales qui va se poursuivre jusqu'au dimanche 10 novembre. L'objectif ambitieux est celui de tenter d'étouffer de plus de 4 millions d'électeurs un corps électoral qui ne compte que 8 millions d'inscrits actuellement. À l'école primaire publique de la Riviera Golf de la commune de Cocody, à Abidjan, 2 bureaux accueillant notamment les tout nouveaux majeurs pour les inscrire sur la liste électorale. Mais sur place, la situation est plutôt calme. Nous sommes là depuis ce matin, mais il n'y a pas grand monde, raconte Fabrice Yazekbe, le responsable du site. Pour l'instant, nous avons enregistré 7 personnes. On attend et on espère que les gens vont venir s'enrôler en fin de journée. Cependant, l'affluence timide des premières heures s'est confirmée. C'est toujours comme ça. Au début, il n'y a personne. Les gens s'y prennent au dernier moment et alors nous sommes débordés, veut rassurer Peggy Kouame qui a déjà participé à ce genre d'opération dans le passé. Un délai beaucoup trop, mais pour Akpa qui est, lui déjà inscrit sur les listes, le succès très relatif de ces premiers jours de recensement tient surtout à un manque de communication des autorités. Il faudrait faire un maximum de publicité pour dire aux gens que l'enregistrement s'est fait ici afin que ceux qui sont intéressés le sachent et puissent venir. Or là, personne n'en parle, déplore-t-il. Au total, 12 000 centres d'enregistrement répartis dans tout le pays sont ouverts pour cette opération qui va durer 3 semaines. Un délai beaucoup trop court, critique pour sa part un groupe d'une vingtaine de partis politiques de l'opposition ivoirienne. 117 personnes rapatriées au Liban sont accueillies samedi 19 octobre par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Dakar au Sénégal. Ce rapatriement intervient après le décès le 6 octobre dernier d'une Sénégalaise alors que les bombardements israéliens s'intensifient au Liban. Au même moment, des manifestants battaient le pavé à Dakar pour dénoncer l'offensive israélienne. Le Sénégal a accueilli samedi 117 personnes rapatriées du Liban. Ces hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont atterri à bord d'un avion samedi soir à Dakar et elles ont été reçues par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État les a accueillis et s'est réjoui qu'ils soient rentrés sains et saufs dans un message sur les réseaux sociaux. Rapatriement volontaire plus tôt dans la soirée, un communiqué du ministère des Affaires étrangères annonçait que l'État sénégalais avait pris des mesures pour le rapatriement volontaire de ses ressortissants du Liban. Après le décès le 6 octobre dernier d'une Sénégalaise et alors que les bombardements israéliens s'intensifient, l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié avait lancé un appel à rapatrier en urgence le millier de Sénégalais qui vivent au Liban. Quelques heures auparavant, une centaine de manifestants ont dénoncé samedi à Dakar l'offensive israélienne au Liban. Ils s'en sont pris à Israël lors d'une marche sur environ 1,5 km à l'initiative de la communauté libanaise au Sénégal, près du centre-ville de Dakar. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la douleur de ceux qui, chaque jour, voient leur pays se déchirer. Et il est temps que la violence cesse. Nous marchons pour dénoncer l'injustice, a déclaré un porte-parole des manifestants, Zahir Zeidna. La guerre au Liban et à Gaza est une tragédie sans nom, c'est un génocide. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait fin août accusé son homologue israélien Benjamin Netanyahou de poursuivre la guerre à Gaza pour sa propre survie politique. Lors d'un rassemblement de soutien aux Palestiniens, il avait préconisé d'isoler Israël pour faire cesser cette barbarie cautionnée par certains pays occidentaux.
Mercredi 16 octobre, Madagascar a fermé à nouveau ses frontières maritimes avec les Comores après avoir enregistré une recrudescence de cas de choléra dans l'archipel. Cette décision provoque l'indignation de Moroni, notamment parce qu'un bateau comorien parti avant cette annonce s'est vu refuser l'accès à Majunga et a dû rebrousser chemin. Il est finalement rentré aux Comores dimanche 20 octobre. Les autorités comoriennes dénoncent une décision injustifiée. Aux Comores, c'est l'incompréhension qui prévaut. Les autorités parlent d'un acte inamical de la part de Madagascar, jugeant la fermeture de frontières maritimes injustifiée face au refus des autorités malgaches d'autoriser l'accostage de la Gadi. Moroni avait d'abord expliqué que les 195 passagers étaient tous munis d'une carte de vaccination contre le choléra, avant de proposer de placer les passagers en quarantaine. Il suffisait ensuite de réaliser des examens médicaux, une proposition immédiatement rejetée par Antananarivo, selon le ministre comorien des Affaires étrangères. Le bateau Acadie a donc dû faire demi-tour. Il est arrivé dimanche à Anjouan avant de reprendre la mer à destination de Moroni avec 80 passagers à bord. Il devrait atteindre la capitale ce lundi 21 octobre dans la matinée. Tout en reconnaissant la souveraineté de Madagascar, le gouverneur d'Anjouan, Seydou Youssouf, a critiqué la décision de la grande île. Médecin de formation, il souligne que d'autres pays de la région gèrent les épidémies de choléra sans fermer leurs frontières. Pour la Fédération comorienne des consommateurs, cette crise met en lumière la fragilité de la coopération régionale. Elle appelle à renforcer les infrastructures sanitaires, mais aussi les accords régionaux afin d'éviter de telles crises à l'avenir. Le paludisme, une maladie humaine potentiellement mortelle causée par des parasites et transmise par des piqûres de moustiques, a été totalement éradiquée d'Égypte. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé OMS ce dimanche 20 octobre. Ce résultat, véritablement historique, est l'aboutissement de près d'un siècle d'efforts pour éradiquer le paludisme, s'est félicité l'OMS dimanche en annonçant l'éradication totale de la maladie d'Égypte. Le paludisme est aussi ancien que la civilisation égyptienne elle-même, mais la maladie qui a frappé les pharaons appartient désormais à son histoire et non à son avenir, a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. Le plus ancien malade connu atteint de paludisme est le pharaon Toutankhamon il y a plus de 3300 ans. La certification de l'Égypte comme pays exempt de paludisme est véritablement historique et témoigne de l'engagement du peuple et du gouvernement égyptien à se débarrasser de ce fléau ancestral, a-t-il ajouté. La certification de l'élimination du paludisme est accordée par l'OMS lorsqu'un pays a prouvé que la chaîne de transmission du paludisme par les moustiques a été interrompue à l'échelle nationale pendant au moins les 3 années consécutives précédentes. À l'échelle mondiale, 44 pays et un territoire ont été certifiés exempts de paludisme. Et selon l'OMS, le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique. Toutefois, si le continent regroupe 94% des cas de la maladie, 5 pays africains figurent sur cette liste: l'Algérie, le Cap-Vert, le Lesotho, Maurice et les Seychelles. À peine plus de 2 semaines de la présidentielle aux États-Unis, Donald Trump a tenté un coup de communication dimanche 20 octobre, alors qu'il accuse Kamala Harris de mentir quand elle dit avoir eu un job d'été chez McDonald's en 1983. Le candidat républicain s'est mis en scène dans un restaurant de la célèbre chaîne de fast-food. Pendant quelques minutes, celui-ci est passé en cuisine derrière la friteuse pour attaquer sa rivale. J'ai toujours voulu travailler chez McDonald's. Face aux caméras, Donald Trump a troqué sa veste bleu nuit pour un tablier gris foncé avant de se glisser durant une quinzaine de minutes dans la peau d'un employé de la célèbre chaîne de fast-food. En cuisine, le candidat républicain à la Maison-Blanche prépare les frites suivant les indications qui lui sont données, puis sert lui-même les commandes à emporter à des conducteurs surpris de le voir là. « Je pourrais faire ça toute la journée », lance-t-il alors. « J'aime bien ce job. Je crois que je vais revenir travailler ici. » Amateur de frites et de burgers, ce n'est pourtant pas pour une dégustation au cours d'un nouveau passage de sa campagne en Pennsylvanie qu'il s'est arrêté ici. Si Donald Trump a tenu à une telle mise en scène, c'était surtout pour accuser une nouvelle fois Kamala Harris d'avoir menti. L'un des points importants de son CV, c'est son travail chez McDo. Elle dit que c'était dur, qu'elle a travaillé à la friteuse, qu'il y faisait très chaud. Mais c'est faux, c'est une menteuse.
l'a-t-il alors une nouvelle fois attaqué? Si l'ancien président n'apporte par ailleurs aucune preuve à ces déclarations, il n'en reste pas moins, en effet, que depuis plusieurs semaines, la candidate démocrate met en avant le fait qu'elle a travaillé chez McDonald's lorsqu'elle était étudiante il y a 40 ans. Pendant ce temps-là, Kamala Harris fêtait, elle, ses 60 ans en Géorgie, où elle continue de courtiser les électeurs afro-américains. Après la rappeuse Lizzo et le chanteur du R&B Usher, celle-ci a reçu dimanche 20 octobre le soutien de Stevie Wonder, une immense vedette noire qui lui a chanté Happy Birthday dans une église de la région d'Atlanta. La candidate démocrate qui est baptiste s'est exprimée dans 2 églises de la région fréquentées par des fidèles afro-américains, insistant sur la compassion, le respect et l'amour face à ceux qui attissent la division, propagent la crainte et provoquent le chaos. Toujours ce dimanche, lors d'une interview sur MSNBC, Kamala Harris a aussi réagi aux insultes grossières proférées la veille par Donald Trump, qui l'a qualifiée de vice-présidente de merde lors d'un meeting. Un tel comportement de la part d'un ancien président des États-Unis avilit la fonction présidentielle, a-t-elle répliqué avant de mettre elle aussi une nouvelle fois le cap sur la Pennsylvanie, l'un des principaux États pivots de la présidentielle. À 16 jours du scrutin, la vice-présidente et le milliardaire mettent les bouchées doubles dans une course de plus en plus tendue. C'est avec cette dernière information que nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.